Il est venu prendre le thé, mais n'en a jamais bu une goutte. Bienvenue à Mystère de Minuit. Je suis votre hôte, Gustave. J'aimerais savoir d'où vous vous connectez. Laissez un commentaire ci-dessous. Vous donnez vie à ces mystères. Commençons. C'était un après-midi radieux à Sainte Mildred, le genre de journée qui semblait préservée d'une époque plus innocente. Les jacinthes des bois hochèrent la tête sous les haies, les abeilles bourdonnaient paresseusement au-dessus des delphiniums de Madame Featherstone, et les carillons de l'horloge de l'église sonnaient 3 heures avec une grâce languissante. Le village vert scintillait sous la chaleur, et tout était comme il se doit. M. Tompkins taillait la haie de Troène avec son importance habituelle. Madame Bartlett discutait bruyamment avec la maîtresse de poste au sujet d'une lettre mal livrée, et le vieux colonel Fanshawe ronflait doucement sous le chêne près du monument aux morts. Mais tout n'était pas comme d'habitude au presbytère. Le révérend Julian Travis, un homme doux à l'allure de hibou affamé et à l'âme d'un érudit distrait, recevait un invité des plus inhabituels. Ce monsieur était arrivé juste après le déjeuner. Un homme grand et pâle, vêtu d'un coûteux par-dessus gris malgré la chaleur, et dont la voix troublait à peine l'atmosphère. « J'ai bien peur de ne pas avoir compris le nom ?» demanda poliment le vicaire en plaçant la théière entre eux. L'homme sourit, mais son geste n'atteignit pas ses yeux. « Appelez-moi Monsieur Walsh, dit-il. Nous ne nous connaissons pas, révérend, mais j'ai connu votre prédécesseur. Le chanoine Lorimer et moi partagions un intérêt commun pour l'architecture des premières églises saxonnes. Cela semblait suffisamment impressionnant et obscur pour être plausible, et le vicaire, qui ressentait un léger malaise, mais était trop hospitalier pour le montrer, hocha la tête agréablement. En effet, un homme érudit, cher chanoine Lorimer. Nous avons encore son livre d'heures annoté dans le cabinet de la sacristie. Ils étaient assis dans le salon du presbytère, tout en acajou poli et anti-macassar, où le thé avait été servi, mais non bu. Monsieur Walsh, malgré son apparente courtoisie, n'avait même pas touché à sa tasse. Miss Marple, venue avec un pot de confiture de cassis. Un peu plus forte cette année, monsieur le vicaire. Elle vous rappellera peut-être la guerre, j'en ai peur. Était confortablement installée dans le fauteuil le plus proche de la fenêtre. Ses aiguilles à tricoter tintaient doucement, tandis qu'elle confectionnait un bonnet couleur citron pour le dernier-né de Madame Davies. Elle ne dit pas grand-chose, se contentant d'un sourire vague et posant de temps en temps des questions qui ne semblaient ni indiscrètes ni hors de propos. « Vous dites être passé par Shipping Morton, monsieur Walsh? Il y a tellement de jolis cottages sur la route, mais je crois qu'il y a eu un détour à cause des réparations du pont. »« Oui, » dit brièvement monsieur Walsh, « j'ai pris le chemin le plus long. »« C'est ce détail, » dit trop vite et sans hésitation, qui lui paralysa momentanément les doigts. Ce n'était pas qu'il mentait exactement, mais il préparait pour la question. Et pourtant, malgré son apparence soignée et son ton poli, quelque chose chez M. Walsh se démarquait. Il parlait comme un homme habitué à être cru. Il se déplaçait comme quelqu'un qui ne s'attend jamais à être suivi. Peu de temps après le départ discret de Miss Marple, M. Walsh se leva comme pour partir. « S'il vous plaît, » dit le vicaire, « prenez votre thé. Ce n'est que de l'assam, mais on m'a dit que c'était plutôt bon. » Mais l'homme se contenta de sourire à nouveau, époussetant une poussière invisible de sa manche. « Je ne bois jamais de thé, dit-il. Ça ne me va pas. » Cela aussi parut étrange au vicaire. À Sainte Mildred, le thé n'était pas seulement une boisson. C'était un rituel, une déclaration d'appartenance. Cette nuit-là, le village dormait paisiblement. Les lumières du presbytère s'éteignirent tôt, et les derniers rayons du jour flottaient sur les murs de pierre comme une bénédiction. Et puis, dans les douces heures précédant l'aube, la servante trouva le révérend Travis effondré près de la cheminée, une note froissée serrée dans une main, son thé intact sur le plateau à côté de lui. Il était complètement mort, et il n'y avait aucun signe de M. Walsh. Sainte Mildred n'avait pas connu de véritable scandale depuis que la vieille Madame Lockwood avait accusé sa gouvernante d'avoir volé la broche de sa mère,
retrouvé 6 mois plus tard dans une boîte à thé. Mais la mort du révérend Julian Treves, inattendue, anormale, et pour ceux qui s'y connaissaient profondément suspecte, frappa le village avec la force d'un coup de tonnerre étouffé par les broderies et les napperons. À 8 heures du matin, l'histoire avait déjà fait le tour du monde 2 fois, puis avait fait marche arrière pour faire bonne mesure. Madame Bartlett avait appris par le second mari de sa cousine, un chauffeur routier qui avait autrefois livré du vin de Ditsonsen-Dizap, se messe au presbytère, que le révérend avait été retrouvé glacial comme un aigle fin, le pauvre, les yeux grands ouverts, comme s'il venait de voir Lucifer en personne. Pendant ce temps, Madame Gresham de la boulangerie jurait qu'il avait été empoisonné. Probablement de la digitale, elle pousse comme une tomate derrière le porche. Et M. Sims, l'avocat à la retraite, soutenait qu'une insuffisance cardiaque était la seule explication raisonnable. Les curés y vont plus souvent qu'à leur tour. La pression, les paroissiens, la chorale. À 10h30, la police était arrivée de Much Withering. Le sergent Biddle, un homme corpulent au cou parfaitement intégré à ses épaules, tentait de maintenir l'ordre avec l'aide d'un agent et d'un presse-papier qui refusait de rester ouvert au vent. Miss Marple, bien sûr, ne dit rien de ce qu'elle avait observé la veille, pas encore. Son rôle, pensait-elle, n'était pas de se précipiter avec des soupçons, mais de laisser les faits mijoter doucement, comme un ragoût à feu doux. Après tout, on en dit plus quand on pense que personne ne nous regarde, et à Sainte Mildred, qu'il remarquait très rarement qu'elle les observait. Elle était arrivée au presbytère peu après l'annonce de la nouvelle, soi-disant pour réconforter la gouvernante, Edith, une femme mince et anxieuse, à l'air constamment coupable. Miss Marple lui apporta un pot de confiture de pommes et une main chaleureuse. L'agent, ne voyant aucune objection à la présence d'une vieille dame avec des aiguilles à tricoter et une compassion silencieuse, lui fit signe d'entrer. Le salon ne présentait aucune trace de lutte. Le révérend avait été retrouvé affalé, près de l'âtre, comme s'il s'était simplement assis pour se reposer sans jamais se relever. Ses verres gisaient par terre à côté de lui, intacts. Le plateau de thé sur la table était resté intact. 2 tasses, l'une remplie mais non. Peu Miss Marple examina la scène avec délicatesse, veillant à ne pas intervenir. Comme toujours, ce sont les détails qui la remarquèrent. Le mot du révérend serré dans sa main avait déjà été confisqué par la police, mais elle en avait entrevu suffisamment. « Je dois vous parler avant qu'il ne soit trop tard. » On ne savait pas encore à qui était destinée la note. Dehors, le village bourdonnait d'une énergie nerveuse. Madame Banbury, qui tenait le stand de livres caritatifs dans la salle paroissiale, s'était donné pour mission de collectionner les théories comme des fleurs séchées. Elle attrapa Miss Marple par le col en quittant le presbytère. « C'est une affaire terrible, tout simplement terrible. Je t'ai dit que quelque chose n'allait pas hier. Cet homme, le grand en manteau, tu l'as vu ?» Miss Marple cligna des yeux innocemment. « Quel gentleman poli. Il a dit connaître le chanoine Lorimer, vous savez. Il semblait très friand des arches ecclésiastiques. » Madame Banbury renifla. « Je n'ai jamais fait confiance aux hommes grands en longs manteaux. Ils cachent toujours quelque chose. » En effet, M. Walsh, si tel était son nom, devenait rapidement la pièce maîtresse des spéculations du village. Personne ne l'avait vu arriver. Personne ne l'avait vu repartir. L'agent avait vérifié la gare. Aucun billet ne correspondait à sa description. Personne à l'auberge ne se souvenait d'avoir jamais accueilli un client portant ce nom. C'était comme si l'homme était apparu de nulle part et avait disparu aussi proprement. À midi, l'inspecteur Crail du comté avait pris la relève. C'était un homme mince et anguleux, à la voix saccadée, impatient de tout ce qui ne lui permettait pas de compter sur une formule. Il regarda Miss Marple d'un hochement de tête, courtois quoique quelque peu dédaigneux. « J'ai cru comprendre que vous étiez ici hier, Miss Marple. »« Ah oui, dit-elle joyeusement. J'ai apporté de la confiture. Le révérend adorait le cassis. » Crail plissa les yeux et feuilleta son carnet. « Et ce monsieur Walsh, de quoi te souviens-tu »
Elle sourit comme toujours lorsqu'elle s'apprête à dire quelque chose que d'autres pourraient ignorer. « Il n'a pas bu son thé. » Crail marqua une pause. « Tu ne l'as pas bu? »« Non. Pas une goutte. On lui en a versé, mais il n'y a pas touché. Il a dit que ça ne lui convenait pas. » L'inspecteur le remarqua, puis leva les yeux. « C'est un peu étrange, non? »« Oh, pas forcément. J'ai toujours trouvé curieux qu'un homme vienne dans un presbytère où le thé est quasiment sacré et décline catégoriquement l'invitation, surtout lorsqu'il prétend vouloir socialiser. » Crail la regarda plus longuement cette fois. « Tu penses qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être? »« Je pense, » dit Miss Marple doucement, « que les gens qui ne boivent pas de thé essaient parfois de ne pas laisser d'empreinte digitale. » L'inspecteur cligna des yeux. Cette possibilité ne lui était visiblement pas venue à l'esprit. Au même instant, une nouvelle agitation se fit entendre dans la foule massée le long de la ruelle. L'officier Reeve sortit du presbytère, tenant un petit bout de papier dans une enveloppe plastique. « Détective, trouvé dans les cendres de la cheminée, monsieur. Quelqu'un a essayé de le brûler, mais le coin n'a pris qu'à moitié. » Crail reprit. « Qu'est-ce que ça dit? » Reeve plissa les yeux. « Une dette ne peut être ignorée. Prévenez le vicaire. Le reste est carbonisé. »« Une dette, » murmura Crail. Miss Marple, dotée d'une excellente mémoire pour les détails et les ragots, garda ce secret. Une dette pouvait signifier bien des choses, de l'argent, une faveur, un sentiment de culpabilité, voire une vengeance. Ce soir-là, tandis que la police ratissait les ruelles environnantes à la recherche de signes de leur invité disparu, Miss Marple rendit visite à son amie Dora Ruggles, qui avait autrefois travaillé comme dactylo du chanoine Lorimer et se considérait comme une experte en questions ecclésiastiques. « Chère Dora, » dit Miss Marple en remuant son thé, « vous souvenez-vous si le chanoine Lorimer a déjà mentionné un certain Monsieur Walsh ?» Dora pinça les lèvres. « Pas que je me souvienne, mais il recevait parfois d'étranges lettres d'un homme qui prétendait faire des recherches sur le symbolisme templier dans les églises du Suffolk. Absurde. Il en envoyait une à chaque Pâques. Et le chanoine a-t-il jamais répondu? Oh, j'en doute. Il pensait que l'homme était fou. Il disait que l'écriture était bancale et les idées absurdes. Mais il a gardé les lettres. Il disait qu'elles l'amusaient. » Miss Marple sirota son thé pensivement. « Vous les avez toujours? Oh non, le diocèse a tout vidé à sa mort. Mais je crois que le vicaire gardait les vieux papiers du chanoine au grenier. Il était très sentimental. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. Sentimentaux, certes, mais aussi méthodiques. Si M. Walsh était l'auteur de la lettre, alors ses liens avec le presbytère étaient antérieurs à sa visite de la veille. Il avait une raison de revenir, une raison de veiller à ce que quelque chose reste enterré. Alors qu'elle sortait dans le crépuscule, le village commençait à se calmer, même si un malaise persistait, tel un brouillard qui lui arrivait aux chevilles. Le curé était mort, un homme étrange avait disparu, et quelque part dans le grenier d'un paisible presbytère de campagne se trouvait peut-être le début ou la fin de tout cela. Miss Marple glissa son tricot sous son bras et se tourna vers la maison, son esprit triant déjà chaque mot, chaque regard et la curieuse absence d'une tasse de thé touchée. Tout commençait à prendre forme, mais pas encore d'une manière qu'elle pouvait nommer, pas encore tout à fait. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris discret et une légère bruine planait sur Saint Mildred, tel un voile de deuil. Cela ne parvenait guère à apaiser la curiosité des villageois, qui se déplaçaient avec des parapluies et une solennité forcée, leurs voix murmurant dans les boutiques, mais s'élevant avec spéculation dès qu'ils avaient le dos tourné. La mort du révérend Treves avait rempli la communauté non pas de chagrin, mais d'un frisson de mystère, une excitation glaciale qui ondulait sous la surface du quotidien. Miss Marple, quant à elle, aborda la question avec une diligence discrète. Elle avait toujours cru que la vérité était comme un bulbe naissant, invisible au début, enfoui sous des couches d'habitudes et de politesse, mais avec un coup de pouce approprié, elle finirait par éclater. Elle retourna au presbytère,
sous prétexte de récupérer un livre de cantiques qu'elle avait prêté à Edith quelques semaines plus tôt, et ne rencontra aucune résistance de la part de l'agent Reeve, qui la reconnut désormais comme une personne à la fois inoffensive et serviable, même si parfois d'une perspicacité déconcertante. À l'intérieur, la maison avait changé. L'air était immobile, l'odeur habituelle de tabac à pipe et de cire de lavande ayant cédé la place à une odeur métallique, légèrement acide. Le salon était resté tel qu'il était, 2 tasses de thé, celle que le vicaire s'était versée dans sa soucoupe, maintenant tachée de feuilles d'assam non bues. L'autre était pleine, comme si elle attendait le retour de son buveur. Le regard de Miss Marple se posa sur cette seconde tasse, jamais bue, même pas touchée. Et, remarqua-t-elle à nouveau, aucune trace de rouge à lèvres, ni aucune trace de mousse qui aurait pu éclater si on l'avait soulevée. M. Walsh n'avait laissé aucune trace, aucune visible pour les imprudents, du moins. Mais c'est dans le grenier que ses instincts se sont véritablement éveillés. La porte grinça, tandis qu'elle montait l'étroit escalier. Edith hésita avant de lui tendre la clé, murmurant qu'elle n'était pas remontée depuis la visite du chanoine. Le grenier était sec, encombré de vieilles malles et valises, de fragiles feuilles de cantiques et de livres de prières décolorés par le soleil. Une caisse en bois marquée « Lorimer Divers » était coincée entre 2 lutrins couverts, de nappes d'autel rongées par les mites. Miss Marple s'agenouilla près du livre, ses genoux craquant doucement en signe de protestation. Elle souleva le couvercle et commença à trier, avec une précision lente et méthodique, les couches de papier, une photographie fragile de temps à autre, un sermon à moitié terminé dans la main arachnéenne du chanoine. Puis, elle les a trouvés, peints, lettres. Plusieurs, peut-être une demi-douzaine, vaguement ficelées, toutes signées de la même façon, initiales seulement CHW, et toutes écrites du même gribouillage sinueux et orné. Les sujets étaient variés. Plainte concernant une mauvaise interprétation de l'iconographie templière, enquête sur des scandales cléricaux depuis longtemps oubliés et, dans un cas, une menace voilée concernant les conséquences inévitables de l'effacement. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Était-ce CHW Walsh ou simplement quelqu'un se faisant passer pour un érudit excentrique pour masquer une situation plus grave? Le ton des lettres était obsessionnel, certes, mais aussi intelligent. Il y avait des phrases codées, des références soigneusement tissées à des incidents qui, pris séparément, pouvaient ne pas signifier grand-chose, mais combinés, formaient un réseau de griffes remontant à des décennies. Elle glissa soigneusement le paquet dans son sac à main. En bas, elle rencontra Edith, debout au pied de l'escalier, se tordant les mains. « J'espère ne pas avoir d'ennui, Miss Marple, » dit-elle nerveusement. « L'inspecteur m'a dit d'empêcher les gens d'entrer, mais vous n'êtes pas... Enfin, vous n'êtes pas vraiment des gens, si vous voyez ce que je veux dire. » Miss Marple lui adressa un sourire chaleureux. « Tout à fait, ma chère. Je suis juste ici pour le recueil de cantiques. Tu te souviens? Dehors, la pluie s'était intensifiée et n'était plus qu'un crépitement incessant. Elle traversa la pelouse en direction de la bibliothèque où elle savait que M. Sims, avocat à la retraite, chroniqueur ennuyeux et parfois une précieuse encyclopédie de l'histoire locale, s'y rendrait avec son air habituel d'expert réticent. Effectivement, il était là, penché sur une grande carte du comté avec Madame Bunbury et une loupe complètement inutile. Miss Marple s'approcha avec sa douceur habituelle. « Pardonnez-moi, Monsieur Sims, mais je me demandais si vous vous souveniez de quelqu'un dont les initiales sont CHW. Peut-être quelqu'un lié à l'Église. » Sims cligna des yeux derrière ses lunettes à double foyer. CHW. Pas dans les registres paroissiaux, je dirais. Ça ne me dit rien. Il marqua une pause, puis claqua des doigts. Attendez, il y avait un homme nommé Horace Walsh qui travaillait aux archives diocésaines dans les années 1930. Il avait écrit un étrange pamphlet, quelque chose sur les rituels supprimés et la véritable nature de l'histoire cléricale. L'évêque l'a discrètement fait retirer.
Je m'en souviens parce que ça a fait scandale dans le Church Times. Cela devait être... Oh, il y a 35 ans maintenant. L'intérêt de Miss Marple s'intensifia. Pensez-vous qu'ils pourraient être apparentés à notre monsieur Walsh? S'ils sont apparentés, j'imagine qu'il n'y a pas de quoi se vanter. Le père Walsh était, eh bien, excentrique, c'est bien. Il a quitté le diocèse dans un état critique. On a parlé de chantage, mais rien n'a été prouvé. Il est parti à l'étranger, je crois. Cette révélation était trop évidente pour être une coïncidence. Si Walsh père avait disparu à l'étranger, l'homme du presbytère, grand, pâle et excessivement prudent, pouvait-il être son fils? Ou pire, l'homme lui-même était-il? Revenu sous une nouvelle apparence, elle remercia M. Sims et retourna lentement à travers le village, laissant les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Le vicaire reçoit un visiteur prétendant être une vieille connaissance. Peu après, il meurt dans des circonstances que la police hésite à qualifier de suspectes, mais que toute âme familière des poisons du chagrin, de la honte ou de la vengeance reconnaîtrait autrement. Et maintenant les lettres, de vieilles lettres d'un homme obsédé par un passé dont personne ne se souvenait. Ce soir-là, tandis que la brume recouvrait les haies et que la lumière des lampes vacillait, à travers les fenêtres du salon, Miss Marple, assise près du feu, son tricot oublié sur ses genoux, relut attentivement chacune des lettres. L'une d'elles se détacha. Vous pensiez peut-être que le grand livre était clos, mais je vous assure qu'il reste encore des écritures impayées. Quand on choisit le silence plutôt que la confession, le fardeau demeure. Vous entendrez parler. De moi à nouveau. La date remonte à plus d'1 an. Le vicaire avait donc perçu une menace, peut-être pas physique, mais spirituelle, émotionnelle. Elle repensa aux mots froissés qu'il tenait à la main, au ton plus suppliant que craintif. « Je dois vous parler avant qu'il ne soit trop tard. » Pourquoi trop tard? Qu'espérait-il avouer ou empêcher? On frappa à sa porte juste au moment où l'horloge sonnait 7 heures. C'était l'inspecteur Crail, le visage tendu, le col fumant. « Mademoiselle Marple, veuillez excuser cette intrusion. Entrez, s'il vous plaît, » dit-elle en lui offrant une chaise et une tasse de chocolat chaud. « Je consultais juste une vieille correspondance. » Crail hésita. « On a trouvé quelque chose, ou plutôt quelqu'un a trouvé quelque chose. À environ 6 kilomètres d'ici, dans une haie juste après Lower Hartley. Un manteau, de la laine grise. À l'intérieur, un billet de train pour Much Withering. Pas de portefeuille, pas de pièce d'identité. Un signe de son propriétaire. Aucun. Le sol était trop humide pour conserver les traces de pas. Mais l'étiquette du tailleur était intacte, fabriquée à Zurich. Cher. La Suisse, murmura Miss Marple. Peut-être. Ou quelqu'un qui voulait donner l'impression d'avoir été ailleurs récemment. Elle hocha lentement la tête. Je me demande, inspecteur, si vous avez eu le temps de consulter la correspondance archivée du chanoine. Il fronça les sourcils. Pas encore. Pourquoi? Parce que je pense que notre monsieur Walsh est peut-être venu chercher non seulement quelqu'un, mais quelque chose. Un passé que ni lui ni le vicaire ne pourraient oublier. Et je crains... Elle marqua une pause délicate. Que nous ne... Soyons encore qu'au bord du gouffre. Crail resta silencieux un instant, puis se pencha en avant. Mademoiselle Marple, qu'en dites-vous? Je dis, répondit-elle doucement, que la mort du révérend ne sera peut-être pas la dernière dans ce village, à moins que nous ne regardions en arrière avant de tenter d'avancer. L'inspecteur Crail ne revint pas au poste ce soir-là, qu'il resta assis un moment dans le salon de Miss Marple, la lumière de la lampe reflétant la vapeur de son cacao intact, tandis qu'elle exposait délicatement sa découverte. Les lettres, soigneusement rangées et annotées de son écriture nette et bouclée, formaient un sillage de malaise et de griefs non résolus. Crail tournait chaque page lentement, son froncement de sourcils s'accentuant. « Ce personnage, c'est H.W., dit-il finalement. S'il est le même homme ou apparenté au même homme que notre monsieur Walsh, alors il lui en veut depuis des décennies. » Miss Marple hocha la tête. « Le ton change, vous ne trouvez pas? Les premières lettres sont pédantes, obsédées par l'histoire de l'Église.
Mais avec le temps, une certaine amertume s'installe. Il écrit comme si on lui avait pris quelque chose, ou caché. Et j'imagine que le révérend Treves savait de quoi il s'agissait. Crail se pencha en arrière et se frotta la tempe. Toujours pas grand-chose à dire, pas d'empreinte digitale, pas d'identification définitive. Et si le manteau a été placé ou jeté délibérément, on continue à chasser les fantômes. Mais les fantômes, dit doucement Miss Marple, n'écrivent pas de lettres, et ils ne portent pas de pardessus suisse sur mesure. Il ne put s'empêcher de sourire légèrement. Non, je suppose que non. Ils convinrent de s'entretenir avec le bureau de l'évêque le lendemain matin. Tout document relatif à la charge de chanoine Lorimer, et notamment aux questions disciplinaires, pourrait aider à remettre M. Walsh ou CHW dans son contexte. Pour l'instant, Crail prit les lettres, promettant de les faire examiner plus en détail. Alors qu'il sortait dans la nuit, Mademoiselle Marple se tenait près de la fenêtre, le regardant disparaître dans le brouillard comme une pièce d'échec qu'on remet en place. Elle dormait mal. Il flottait dans l'air une énergie agitée, de celle qui perturbait même un esprit longtemps exercé à la patience. Le village avait commencé à trembler sous la surface, et si la mort du révérend Treves avait ébranlé la paix, des fissures commençaient à apparaître sous les sourires peints et les haies taillées de Sainte Mildred. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, l'inspecteur Crail alla chercher Miss Marple et ensemble, ils firent le court trajet jusqu'au bureau diocésain de Withersfield, un bâtiment en briques rouges, aux fenêtres étroites et aux rideaux qui sentaient encore le vieil encens. Ils y rencontrèrent l'archidiacre Thomas Cudbury, un homme mince et inquiet au strabisme maladif, passionné par la tenue de registres précis. « Le nom Walsh » demanda-t-il en feuilletant un volume relié, comme si cela risquait de le piquer. « Oui, je me souviens d'un certain Horace Walsh, archiviste et érudit mineur. Il était plutôt turbulent au début des années 1940. Il écrivit des lettres à l'évêque, prétendant avoir découvert une conspiration impliquant de fausses reliques et des hérésies secrètes dans l'histoire de l'Église. Pure absurdité. « A-t-il été licencié » demanda Crail. « Officiellement, non, mais on l'a fortement encouragé à poursuivre ses recherches ailleurs. Je crois qu'il a quitté le pays peu après. La Suisse, si je me souviens bien. » Miss Marple pencha la tête. Y avait-il un lien entre M. Walsh et le chanoine Lorimer? Maintenant, marmonna Cudbury en prenant un autre folio, c'est plus compliqué. Lorimer était un traditionnaliste convaincu, mais aussi un homme farouchement secret. Des rumeurs, rien d'officiel, circulaient sur une brouille entre eux. Certains prétendent que le chanoine a refusé de protéger Walsh lorsque l'évêque l'a attaqué. Walsh s'est senti trahi. Crail leva les yeux. « Et Julian Treves? Connaissait-il cette histoire ?» Cudbury hésita. Il aurait hérité des notes et de la correspondance du chanoine, comme c'est la coutume, mais qu'il les ait lues attentivement ou non. Treves était un homme doux, peu enclin au conflit. Miss Marple repensa au grenier. La boîte aux lettres, restée intacte depuis des années. Il était peu probable que Treves les ait toutes lues, mais peut-être avait-il commencé à le faire récemment. C'est peut-être ce qui avait inspiré son mot. « Je dois vous parler avant qu'il ne soit trop tard. » Trop tard, en effet. À leur retour à St. Mildred's, Crail partit faire des visites de suivi, laissant Miss Marple au bureau de poste, où elle avait l'intention de récupérer sa demi-livre de beurre habituel, et accessoirement, de se faire une idée des derniers courants de conversation du village. Elle n'a pas été déçue. Madame Bartlett était en pleine forme. On dit qu'Edith a pris l'habitude de fermer sa porte à clé la nuit, la pauvre femme. On ne peut pas lui en vouloir. Un pasteur qui tombe raide mort et un inconnu qui disparaît comme de la fumée. Et maintenant, vous savez, le presbytère a été cambriolé. Miss Marple cligna des yeux. Roulé? Hier soir. Apparemment, rien n'a été volé. Juste quelques papiers déplacés. La police a dit que ça pouvait être un renard, mais honnêtement, depuis quand les renards trient-ils les notes de sermon?
L'esprit de Miss Marple se tourna aussitôt vers le grenier. Si quelqu'un était venu le chercher, il avait dû croire qu'il y avait quelque chose d'important, quelque chose que M. Walsh, ou qui que ce soit, avait manqué. Elle retourna sans tarder au presbytère. Cette fois, la maison était fermée à clé et gardée, mais l'agent Reeve, en la voyant, la laissa passer. Plus que 5 minutes. « Mademoiselle Marple, prévint-il, l'inspecteur a dit que personne ne devait fouiller à nouveau le grenier. Je ne dérangerai rien, promit-elle. Une fois à l'intérieur, elle s'avança avec une détermination silencieuse. La caisse contenant les papiers de Lorimer était exactement comme elle l'avait laissée, mais la pile avait été subtilement réorganisée. Ni fouillée, ni saccagée. Non, la main avait été prudente, délibérée. C'est sous la doublure de la boîte qu'elle la trouva. Une simple page, bien à plat sous le plat inférieur, jaunie par le temps, mais protégée par la pression des années. Une lettre, ni adressée ni signée, mais indéniablement accablante. Ça n'aurait jamais dû arriver. Il a dit que personne ne serait blessé. Mais le feu s'est propagé et l'enfant n'est jamais sorti. Je l'ai supplié de revenir, mais il a refusé. J'ai porté ça trop longtemps. Si quelqu'un trouve ça, je suis désolé. Cordialement, J.T. Miss. Marple se rassit lentement, le cœur serré. J.T. Julian Treves Dufeu. Un enfant, et une culpabilité si lourde qu'elle a donné lieu à des aveux écrits, jamais envoyés, jamais partagés. Elle rentra chez elle bouleversée. Les détails de l'incendie lui étaient inconnus, mais quelqu'un au village s'en souviendrait. C'était la nature de ces lieux. Les tragédies passées ne disparaissaient jamais vraiment, seulement enfouies sous des couches d'oubli poli. Elle trouva la réponse non pas dans la bibliothèque, mais à la table de cuisine de Madame Davis, autour d'un thé tiède et d'une politesse prudente. Lorsque Mademoiselle Marple l'interrogea gentiment sur d'éventuels incendies survenus il y a longtemps, Madame Davis fronça les sourcils. « Eh bien, il y en avait un. Oh, mon Dieu, il y a des années maintenant. Avant que tu n'emménages ici, je crois, près du vieux presbytère, incendié vers Noël, terrible accident. Le petit garçon est mort. Je m'en souviens parce que ma sœur connaissait la famille. L'enfant s'appelait Simon. Les parents ont déménagé peu après. L'esprit de Miss. Marple s'est arrêté sur le nom. Simon, cela semblait étrange à côté de la lettre. L'enfant n'était jamais sorti. Je l'ai supplié de rentrer. Et si l'incendie n'avait pas été accidentel? Et si l'homme mentionné dans la lettre en était responsable, et que le révérend, alors jeune vicaire, avait gardé le secret? Toutes ces années. Et si cet homme avait été Horace Walsh, et si Simon avait été son fils ou son neveu, le motif de la vengeance n'était donc pas simplement une trahison. C'était une perte personnelle, dévastatrice. Miss Marple rentra chez elle à la tombée de la nuit, d'un pas vif malgré la fraîcheur du soir. Elle s'assit à sa table et sortit une nouvelle feuille. Le passé était resté caché jusqu'à présent uniquement parce que personne n'avait cherché aux bons endroits. Elle n'avait aucun doute que l'inspecteur Crail agirait, mais certaines conversations devaient avoir lieu en face à face, tranquillement et prudemment. Et il y avait encore une chose. Monsieur Sims, l'avocat, avait mentionné que Walsh Seigneur était parti à l'étranger, mais pas qu'il était décédé. Et s'il ne l'avait pas fait, et s'il était toujours là, quelque part près de ça? Mildred, attendant le moment de terminer ce qui avait commencé avec l'incendie, Miss Marple, regardant le feu vacillant dans son foyer, pouvait presque sentir la chaleur de cet incendie d'il y a longtemps, et la fureur froide d'un homme qui avait attendu toute sa vie pour rendre des comptes. Le lendemain matin arriva, couvert, de givre, bien que ce fût le début du printemps et qu'un tel froid parut incongru. Miss Marple, comme toujours, remarqua ces choses, non seulement le temps, mais aussi la façon dont il reflétait l'humeur et les souvenirs. Quelque chose avait changé dans le village, imperceptiblement, mais indéniablement, comme si la terre, sous ses ruelles, avait tremblé de douleur. Elle n'alla pas directement à la police ce matin-là,
même si la lettre qu'elle avait trouvée brûlait silencieusement dans son sac comme un charbon. Des questions se formaient encore dans son esprit, des fils qu'elle refusait de démêler avant qu'ils ne mènent à quelque chose de précis. Elle se rendit donc à la bibliothèque, non pas pour des livres, mais pour parler, et plus précisément pour une personne. Elle trouva Dora Ruggles derrière le comptoir, en train d'ajuster le catalogue de cartes avec des doigts tremblants et plus d'énergie qu'il ne le méritait. « Ma chère Dora, » dit doucement Miss Marple, « je me demandais si vous auriez un instant. Cela concerne l'incendie de l'ancien presbytère. » Dora leva aussitôt les yeux, écarquillés derrière ses lunettes. « Oh, ça, mon Dieu, ça fait des années. Que je n'y avais pas pensé. Je suppose que beaucoup ne l'ont pas fait. Mais vous étiez là à ce moment-là. Vous vous souvenez peut-être de détails que d'autres ont oubliés ou n'ont jamais connus. » La bibliothécaire hésita, puis hocha la tête et désigna le coin lecture. Ils s'assirent dans les fauteuils rembourrés, et la voix de Dora se réduisit à un murmure qui convenait à la morosité du souvenir. C'était pendant la guerre. En 1943, je crois. Le presbytère était toujours en activité, même si les Lorimer avaient emménagé dans le plus petit. Ils y entreposaient des dons pour les évacuer, des couvertures, des vêtements, ce genre de choses. C'est ce qu'on nous avait dit, en tout cas. « Et l'enfant » demanda Miss Marple. « Simon. Il logeait chez une femme nommée Evelyn Grange. Elle n'était pas du coin. Elle était arrivée de Londres pendant le Blitz et avait pris un logement, dans une maison près du presbytère. On disait qu'elle était veuve, mais... » Dora baissa les yeux vers ses mains. Il y avait des rumeurs. Elle était proche d'un homme qui lui rendait visite de temps en temps. Un grand gaillard, replié sur lui-même, déplaisant d'une certaine manière. Certains pensaient que c'était son frère, d'autres disaient le contraire. « Tu te souviens de son nom ?»« Non. Mais il avait une voix douce et posée, comme quelqu'un qui pensait que ses paroles étaient plus importantes que les tiennes. Il a disparu après l'incendie. Evelyn est partie peu après, bien sûr. Personne ne lui en a voulu. Perdre le garçon... Eh bien, elle n'a plus jamais été la même. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Un visiteur. Un homme grand. Les échos commençaient à résonner bruyamment. « Et l'incendie » demanda-t-elle doucement. « A-t-il fait l'objet d'une enquête ?»« Il y a eu une petite enquête. Ils ont conclu à un accident, une cheminée défectueuse ou une bougie tombée. Mais je me souviens que le chanoine était très déprimé par la suite. Plus que du chagrin, je crois. C'était de la culpabilité. » Miss Marple tapota la main de Dora. « Tu as été très utile, ma chère. Vraiment très utile. » À son retour, la conclusion prenait forme, encore floue, mais avec des contours précis. Elle rédigea soigneusement une note à l'intention de l'inspecteur Crail, sollicitant une rencontre à son chalet, et en attendant, elle se tourna de nouveau vers l'étrange silhouette de M. Walsh. S'il était venu affronter le révérend Travis, il était logique qu'il surveille également d'autres personnes liées à ce passé, notamment celles qui avaient gardé le secret. Les pensées de Mademoiselle Marple se tournèrent une fois de plus vers les derniers associés du chanoine. L'un d'eux se démarqua. M. Lionel Goff, ancien vicaire du chanoine avant d'être écarté de sa promotion, aujourd'hui retraité et vivant à la lisière du village, dans une modeste maison près du vieux moulin. C'était un nom qui n'avait pas été prononcé depuis des années, mais le silence, d'après l'expérience de Miss Marple, était rarement innocent. Elle appela à l'avance et organisa une visite, prétextant un vague intérêt pour les vieux registres paroissiaux. M. Goff était un homme maigre, d'une pâleur qui suggérait une maladie ou un long confinement, mais il la reçut poliment et avec une certaine hospitalité anxieuse. Son salon était épuré, la cheminée froide et les rideaux tirés trop serrés pour protéger du soleil. « Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie, » dit-il en versant du thé d'une main tremblante. « Je n'ai pas vu beaucoup de gens. Du village depuis des années. » Miss Marple la regarda avec bienveillance. « J'imagine que vous connaissiez bien le chanoine Lorimer. J'ai travaillé avec lui.
Je ne dirais pas qu'on était proches. Sa bouche se pinça. Il pouvait être sévère. Et le révérend Treves? Goff marqua une pause, puis hocha la tête. Un homme plus doux, mais accablé. Il portait des choses qu'il ne disait jamais à voix haute. Ça se voyait. Elle sirota son thé. J'ai trouvé des lettres, monsieur Goff. De vieilles lettres. Elles faisaient référence à l'incendie du presbytère et à certains regrets. Il ne répondit pas immédiatement. Mais son regard se posa brusquement sur le sien puis se détourna. On m'a dit, a-t-elle poursuivi, qu'un homme rendait visite à une femme nommée Evelyn Grange avant l'incendie. Un homme grand et précis. Un homme qui a disparu après la mort de l'enfant. Je me souviens de lui, dit finalement Goff à voix basse. Pas de son nom, mais de sa présence. Impossible de l'oublier. Il se croyait au-dessus de nous, tous, et il détestait le canon. C'était évident dès le début. Était-il le père de Simon? Une pause, un souffle de trop. Je crois que oui. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Pensez-vous qu'il a allumé l'incendie? Ça, je pense, dit lentement Goff, que le chanoine y a cru, et qu'il a étouffé l'affaire, pour le bien d'Evelyn, pour le bien de l'Église. Je ne connais pas toute la vérité, mais je sais que Trèves l'a découvert des années plus tard, et il s'en est voulu de ne pas avoir posé la question plus tôt. C'était le dernier morceau. Miss Marple remercia chaleureusement M. Goff et rentra chez elle en silence. L'inspecteur Crail arriva juste après le coucher du soleil et le conduisit directement dans son salon, plaçant la lettre d'aveu et ses notes devant lui, sans préambule. « C'était Walsh, dit-elle simplement. Horace ou son fils, je crois que c'était le père. Il n'est jamais mort à l'étranger. Il a attendu, il a observé, et quand le chanoine Lorimer est mort et que le révérend a pris sa place, il a commencé son jeu. » Crail resta silencieux un long moment, puis il parla. « On a trouvé autre chose, dit-il. Près des bois, près de Hartley, un petit campement, improvisé mais caché, de la literie, des boîtes de conserve vides, un plan du village. Il est resté là plus longtemps qu'on ne le pensait. »« J'attends le bon moment, » murmura Miss Marple. « Oui. » Crail leva les yeux. « Il vit parmi nous. » L'inspecteur repartit avec les preuves, promettant une recherche plus approfondie dans les dossiers hospitaliers et les rapports d'asile, afin de trouver la moindre trace d'Horace Walsh sous un autre nom. Mais Miss Marple savait que l'homme ne serait pas retrouvé à un endroit évident. Il avait attendu trop longtemps pour être négligent. Cette nuit-là, tandis que la cloche de l'église sonnait au loin dans l'air humide, Miss Marple s'assit de nouveau à sa fenêtre. L'étranger qui ne buvait pas de thé n'avait jamais eu l'intention de tuer précipitamment. Il était venu avec l'histoire en poche et la main froide de la vengeance sur l'épaule. Mais il avait aussi sous-estimé quelque chose. Pas la police, même. Pas l'Église, mais elle. Et elle n'avait pas encore fini. Le lendemain, le temps était humide et silencieux. Une brume grise planait sur les haies, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple s'était levée tôt, sa routine matinale toujours aussi précise. Thé à 7 heures, confiture sur toast, et un léger saupoudrage de miettes pour les moineaux qui connaissaient bien son rebord de fenêtre. Mais son regard, tandis qu'ils erraient dans le jardin, ne se posa pas sur les oiseaux. Elle pensait, comme elle l'avait fait toute la nuit, à l'étranger qui ne buvait pas de thé. Le schéma était presque complet. Un vicaire mort dans des circonstances mystérieuses. Un enfant emporté par le feu des décennies auparavant. Un visiteur sans nom, sans histoire et sans empreinte digitale. Et l'ombre d'Horace Walsh ou de son héritage planait sur tout cela. Il ne restait, croyait-elle, qu'un fil. Et si elle tirait dessus avec précaution, toute la toile finirait par se rompre. Peu après 9 heures, elle retourna au presbytère. L'agent Reeve, désormais posté à la porte avec un air de devoir patient, la laissa passer d'un signe de tête presque familier. « L'inspecteur Crail n'est pas là, dit-il. Il est allé enquêter sur certains des documents que vous avez trouvés, ceux de l'Église.
Il y a quelque chose à propos des ordinations et des renvois disciplinaires. Je ne suis pas là pour l'inspecteur, répondit doucement Miss Marple. Je suis là pour le grenier. La boîte n'avait pas bougé, mais la pièce semblait différente, plus vide et plus froide. Elle s'assit sur le petit banc sous l'avant-toit et tira les dernières feuilles du fond de la boîte. L'une d'elles était pliée en deux et cassante au coin. Un reçu, elle le vit d'abord, puis son regard tomba sur l'adresse. Une petite propriété en bordure d'Ashbrook Common, achetée en 1949 par un certain Monsieur C. Walsh. Elle avait été cosignée curieusement par le chanoine Lorimer. Elle l'examina pendant plusieurs minutes. Ashbrook n'était qu'à 11 kilomètres. Si cette propriété existait encore, et si elle était restée intacte ou oubliée, elle pourrait bien contenir plus que de simples archives. Elle pourrait bien détenir la vérité que Walsh avait attendue toutes ces années pour enterrer ou récupérer. À midi, elle y était arrivée, non par la route principale, mais par les chemins de campagne plus tranquilles qu'elle connaissait bien. L'adresse menait à un chemin encombré d'ajoncs et d'orties précoces, la piste étant presque invisible, à l'exception de deux ornières profondes et envahies par la végétation, là où des roues avaient autrefois passé. Le cottage, au fond, était plus en ruine qu'une maison. Le lierre s'enroulait autour de ses flancs de pierre, et les volets étaient de clos d'une manière qui suggérait non seulement la négligence, mais aussi le secret. Il n'y avait aucun signe de vie visible. Pas de voiture, pas de fumée, pas de traces de pas. Pourtant, le loquet du portail avait été huilé. Récemment, Miss Marple n'entra pas immédiatement. Elle resta immobile, à l'écoute. Un léger bruissement trop fort pour être du vent murmura derrière l'un des volets de l'étage. Mais personne n'apparut. Elle parcourut lentement le périmètre, remarquant un chemin gratté par ses bottes derrière la haie et les restes d'un foyer, encore légèrement chaud. Il était donc venu ici, récemment, peut-être même maintenant, pour observer. Elle n'insista pas davantage. Miss Marple connaissait la valeur de la patience et venait de rassembler les preuves qui convaincraient l'inspecteur Crail d'agir, à supposer qu'il n'ait pas déjà une longueur d'avance. De retour chez elle, elle trouva un mot glissé sous sa porte. Une simple feuille de papier tapée à la machine. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser enfouies. Arrêtez de creuser, Miss Marple. Pour votre bien. Il n'y avait pas de signature, bien sûr. Mais le message était sans équivoque. Quelqu'un savait qu'elle était proche. Elle prit le mot, le plia calmement, et le déposa dans la petite pile de papier qu'elle avait rassemblée pour Crail. Puis elle alluma le feu et s'assit tranquillement avec son tricot, laissant le fil se tordre et se défaire entre ses doigts, tandis que ses pensées tourbillonnaient autour de la vérité. À 5 heures, l'inspecteur revint. Son visage était pâle, ses yeux fatigués et son manteau portait la boue du voyage. « Vous aviez raison, dit-il en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. Le nom était réel, Cyril Horace Walsh, radié des archives diocésaines après une contestation formelle, déclaré inapte mental après plusieurs lettres de menaces aux autorités ecclésiastiques, interné dans un asile près de Lausanne, disparu au début des années 1960. Ce qui le rendrait assez vieux maintenant, observa Miss Marple, mais pas incapable. Crail hocha la tête d'un air sombre. Et la propriété d'Ashbrook, on ignorait totalement qu'elle lui appartenait. Je soupçonne que même le chanoine Lorimer a regretté de l'avoir aidé à l'acheter, dit-elle. Cela s'est probablement fait en secret pour régler l'affaire sans provoquer de scandale. Mais le cottage est devenu une cachette, un refuge, peut-être une prison, peut-être un sanctuaire. Elle lui tendit la menace non signée. Il la lut 2 fois, puis la plia lentement. Il nous regarde. Oui, mais je pense qu'il a aussi peur. Je crois que le révérend Treves l'a confronté. Non pas avec colère, mais avec la vérité, et peut-être des excuses, et c'est ce qui le rendait dangereux. Crail se leva brusquement. Nous encerclerons la propriété ce soir, discrètement. S'il est toujours là, nous l'aurons avant. Demain matin. Miss Marple se leva à son tour et l'accompagna jusqu'à la porte.
Soyez prudent, inspecteur. Il n'agit pas par simple haine, il est poussé par le chagrin. Un chagrin qu'il a refoulé pendant des décennies. Ce genre de chagrin peut être le plus dangereux de tous. La nuit tomba dans un silence rampant. Le village, bien qu'inconscient de ce qui s'agitait derrière ces haies, semblait sentir quelque chose dans l'air. Les lumières restèrent allumées plus longtemps que d'habitude. Les chiens aboyèrent pour rien. Les fenêtres restèrent closes. Miss Marple ne dormait pas. Elle s'assit près du feu, les lettres sur la table à côté d'elle, et attendit. L'aube, on frappa à la porte. Cette fois, ce n'était pas Crail, mais le sergent Biddle. Son visage était grave. « Nous l'avons trouvé, Miss Marple. Dans le cottage. Il n'y a eu aucune résistance. Il attendait. » Elle ne dit rien, mais son cœur ralentit de soulagement. L'acte final avait commencé. Il avait des notes, poursuivit Biddle, des journaux, des coupures de presse, des lettres, tout ce qui concernait l'incendie, le chanoine, le garçon, et des photos, l'enfant, Evelyn, lui-même. Il avait tout conservé. Elle hocha la tête, parce qu'il ne pouvait pas lâcher prise, et parce que personne ne l'écoutait jamais. L'inspecteur a pensé que vous voudriez peut-être lire quelque chose que nous avons trouvé. Biddle lui tendit une feuille pliée, à l'encre fanée, mais lisible. C'était une lettre non envoyée comme les autres, mais celle-ci portait une adresse claire, à l'enfant que j'ai perdu. Je n'ai jamais parlé de toi. J'étais trop fier, trop en colère, mais tu étais tout ce que j'avais. Je n'avais jamais eu l'intention de partir. Je voulais seulement que la vérité compte, et quand ça n'a plus eu d'importance, quand ils l'ont enterré, je me suis enterré. Je suis désolé, Simon. Je suis tellement désolé. Il était signé d'un H tremblant. Miss Marple pressa la page entre ses paumes et ferma les yeux. La vérité avait émergé, non pas dans des cris ou une vengeance, mais dans une confession silencieuse. L'acte ultime d'un homme depuis longtemps perdu, enfin retrouvé. Et dehors, le soleil se leva sur Sainte Mildred, doux, froid et propre, tandis que le village commençait à s'agiter à nouveau, ignorant que justice, de la manière la plus douce, venait d'être rendue. La maison Ashbrook fut scellée en milieu de matinée, et son contenu était déjà sous la surveillance vigilante de l'inspecteur Crail lorsque le soleil perça la brume. Malgré son âge et son délabrement, la maison ne s'était pas effondrée. Elle avait survécu dans un isolement paisible, préservée par la main obsessionnelle d'un homme qui avait transformé la solitude en sanctuaire et le souvenir en obsession. À l'intérieur, les pièces étaient vides, mais bien rangées. L'arrière-salle, autrefois office, avait été transformée en une sorte de bureau. Des caisses remplies de coupures de journaux, des lettres jaunies au coin et des carnets griffonnés d'une écriture serrée et anguleuse. La même écriture correspondait aux notes laissées dans le grenier du presbytère. La même signature, H, réapparaissait sans cesse, et il y avait des photos, des dizaines. La plupart d'entre elles représentaient des églises, leurs clochers se découpant sur un ciel gris. Mais parmi elles se cachaient des images bien plus intimes. Un jeune garçon riant près d'un muret de jardin, une femme aux yeux noirs et au sourire fatigué, Evelyn Grange sans doute, et sur une photo glissée dans un livre de prière, on voyait Simon, seul debout près du portail du presbytère. Ce même portail, noirci par l'incendie, Miss Marple n'avait pas demandé à voir cette pièce. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprenait déjà ce que signifiait cataloguer la douleur. Au lieu de cela, elle resta assise avec Crail cet après-midi-là, dans le petit bureau étouffant du commissariat, tandis qu'il lisait les dernières entrées du journal. Une tension silencieuse et constante planait entre eux, tandis que la vérité commençait à éclater pour la première fois. « C'était lui », dit finalement Crail. Aucun doute là-dessus. L'homme qui est venu au presbytère était Horace Walsh. Il est revenu de Suisse sous un faux nom il y a 5 mois. Nous l'avons confirmé grâce au registre d'immigration. Il est entré par Calais. Il utilisait de faux papiers, bien sûr. C'est pourquoi nous l'avons manqué au début.
Miss Marple hocha légèrement la tête. Et le vicaire? Savait-il qui il était? Je le crois. Les dernières entrées du journal de Trèves, que nous avons retrouvées dans son bureau, mentionnent une visite du passé. Il ne nomme pas Walsh, mais fait allusion à un secret lié à l'incendie. Il écrit « Je ne peux pas changer ce qui a été fait, mais je peux le reconnaître. Je dois beaucoup à ce garçon. » Elle se rassit, les doigts doucement serrés sur ses genoux. Il avait l'intention d'avouer, non pas au tribunal, mais à l'homme lui-même, et je soupçonne que c'était plus que ce que Walsh pouvait supporter. Crail soupira en se passant la main sur le visage. L'autopsie l'a confirmé. Trèves a été empoisonné, très subtilement, à la digitale. À l'extrait de digital, comme l'a deviné un de vos voisins, assez sinistrement. Il a probablement été administré dans une boisson qu'il a bu peu après la visite de Walsh. Mais pas le thé, dit Miss Marple d'une voix douce. Il n'y a pas touché. Trop risqué pour Walsh d'en boire aussi. Il avait sa thermos, non? Crail cligna des yeux. Nous avons trouvé la flasque à la cabane, encore scellée. Il était venu préparer. Il y a une sorte de rituel. T'as là-dedans, songea-t-elle. Il voulait revenir, revivre la scène, affronter le seul homme qui se souviendrait peut-être du garçon qu'il avait perdu. Mais quand Trèves lui offrit son pardon, ou pire, sa compassion, cela le déstabilisa. Il n'était pas venu pour la réconciliation, il était venu pour faire payer quelqu'un. Crail hocha la tête. Nous n'avons trouvé aucune trace de contact entre Walsh et qui que ce soit d'autre dans le village. Aucun appel téléphonique, aucun visiteur. Il ne se déplaçait que la nuit, semble-t-il, et venait rarement en ville. « Et pourtant, » dit doucement Miss Marple, « quelqu'un a dû l'aider. Peut-être sans le savoir, mais on ne disparaît pas pendant 60 ans pour réapparaître dans un village comme Sainte Mildred sans que personne ne le remarque, ou sans choisir de ne pas le remarquer. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue, où les villageois passaient dans un contentement tranquille, aucun d'entre eux ne réalisant à quel point le chagrin les avait accompagnés. « J'ai pensé à Edith, » dit-elle après un long silence. Crail leva les yeux. « La gouvernante? Elle est restée au presbytère depuis l'époque du chanoine Lorimer. Elle était jeune alors, mais loyale. Elle connaissait sans doute Evelyn Grange. Elle a peut-être... même vu le garçon ou l'homme qui est venu lui rendre visite, et elle était sans doute présente lorsque Trèves a pris la direction de la paroisse. Tu penses qu'elle a reconnu Walsh? Je pense qu'elle s'en doutait. Un homme se présente à la porte sous un faux nom, et avec une vieille rancune, et elle perçoit quelque chose de familier chez lui. Mais que pouvait-elle dire? Elle n'est pas détective. Elle pensait probablement, comme tant d'autres, qu'il valait mieux laisser ces choses-là entre les mains de Dieu. Crail se leva. « Je vais lui parler. »« Non, » dit Miss Marple en se retournant. « Laissez-moi faire. Si j'ai tort, ça n'ira pas plus loin. Si j'ai raison, il faudra qu'elle le dise gentiment. » Il hésita, puis hocha la tête une fois. Edith rencontra Miss Marple ce soir-là dans la cuisine du presbytère, le feu allumé, la bouilloire fumant doucement. Elle paraissait plus petite maintenant. Non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'usure. Ses mains étaient serrées devant elle, comme si elle craignait qu'elle ne la trahissent. Miss Marple resta d'abord silencieuse. Elle accepta le thé et en but une longue gorgée. « Tu le connaissais, » dit-elle au bout d'un moment. « N'est-ce pas ?» Edith ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Je t'ai vu cet après-midi-là, » continua Miss Marple, « quand tu as apporté le plateau. Tu l'as regardé à 2 reprises, pas par curiosité, par peur. » Edith hocha la tête. « Je me suis souvenu de sa voix, pas tout de suite, mais quand il m'a interrogé sur le chanoine, je l'ai su. Il venait le soir, il ne restait jamais longtemps, il voulait toujours voir Madame Grange. Mais une seule fois, je l'ai vu parler au chanoine Lorimer à la porte. Ils se sont disputés. Et après ça, il a arrêté de venir. » Miss Marple posa sa tasse. « Et quand il est revenu, je ne savais pas quoi faire, » murmura Edith. « Il avait l'air si vieux, si fatigué, mais ses yeux, ils étaient les mêmes, comme des pierres. J'ai essayé d'en parler au révérend après coup,
J'ai dit que cet homme n'était pas normal. Mais il a juste dit. Tout le monde mérite d'être entendu, Edith. Même les fantômes. Elle se couvrit le visage. Et maintenant, il est mort. Miss Marple lui prit la main. Tu n'as rien fait de mal, et tu n'as rien fait de mal. Maintenant. La femme sanglota doucement, et Miss Marple resta assise à ses côtés jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Dehors, les premiers bourgeons du printemps commençaient à éclore. La tragédie, déclenchée des décennies plus tôt par un incendie et les larmes d'un enfant, avait atteint son ultime écho. Dans les espaces silencieux laissés derrière, le pardon pouvait encore prendre racine. Ni bruyant, ni certain, mais réel. L'inspecteur Crail arriva tard ce soir-là. Miss Marple le retrouva à la grille du jardin. « C'est fait, dit-il. Il n'y aura pas de procès. La couronne le déclarera probablement mentalement incapable bien avant le crime. Mais le casier judiciaire révélera la vérité. On ne se souviendra pas du révérend Treves comme d'un homme mort ainsi. On se souviendra de lui comme d'un homme qui a tenté de faire la paix. Et cela, dit doucement Miss Marple, est plus que ce que beaucoup peuvent prétendre. Ils restèrent immobiles un moment, écoutant le vent souffler dans les arbres. Il ne buvait pas de thé, murmura-t-elle, parce qu'il n'était jamais là pour partager quoi que ce soit, ni pour discuter, ni pour réconforter, seulement pour les conséquences. Crail la regarda avec un respect discret. « Tu vois toujours ce que les autres ne voient pas. » Miss Marple sourit faiblement. « Pas toujours, mais assez souvent pour être compté. » Dans les jours qui suivirent, le village de Sainte Mildred retrouva, du moins en apparence, son rythme habituel. Les enfants reprirent leur marche quotidienne vers l'école le long des rues pavées. L'odeur du pain qui cuit flottait aussi fidèlement que le carillon de midi de l'église, et la receveuse eut de nouveau le temps de discuter avec Madame Bartlett de l'exactitude du bulletin paroissial. Mais il y avait un courant sous-jacent, doux, inexprimé, et ressenti avec une acuité particulière par ceux qui étaient à l'écoute, des subtils émois de la nature humaine. Les conversations s'attardaient moins aux portes. Les regards échangés autour d'une tasse de thé étaient plus rares. La mort du révérend Treves avait laissé derrière elle plus que du chagrin. Elle avait levé le voile sur quelque chose que la plupart des villageois préféraient ignorer. Le passé, aussi soigneusement enfoui soit-il, peut et refait, parfois surface. Miss Marple, quant à elle, ne s'immisça pas dans les affaires des autres ces jours-là. Elle comprenait que la fin comme la vérité devait venir en son temps. Mais elle continuait d'arpenter le village d'un pas calme et déterminé, écoutant jamais aux portes, mais attentive aux voix tremblantes, aux soupirs incontrôlés, qui s'échappaient quand les gens se croyaient seuls. C'est au cours d'une de ces promenades, passant devant le cimetière pour rendre un dé à coudre emprunté à Madame Davies, qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Le jardinier, un homme nerveux nommé Colin Pettifort, aussi silencieux que dévoué au massif de roses, était agenouillé près de la plus ancienne rangée de pierres, ses dalles à moitié enfoncées, datant de l'époque Lorimer et d'avant il. Ne l'entendit pas s'approcher jusqu'à ce que son ombre tombe doucement à côté de lui. « Bonjour, monsieur Pettifort, » dit-elle chaleureusement. « N'est-il pas tôt pour transplanter ?» Il leva les yeux, cligna des yeux et hocha lentement la tête. « J'étais juste en train d'enlever le lierre. Il est épais ici, comme s'il essayait de cacher des choses. » Ses yeux suivirent son geste, et elle remarqua une pierre basse et déformée penchée vers sa voisine. L'inscription était presque illisible, mais sous la végétation, elle pouvait à peine distinguer le nom Evelyn Grange. La date qui se trouvait en dessous s'était estompée avec le temps, mais le souvenir de Miss Marple comblait ce vide. Elle avait quitté le village peu après l'incendie, son fils parti, son amant évanoui, son avenir, tel qu'il était dispersé. Et pourtant, quelqu'un l'avait ramené, dans la mort, sinon dans la vie. Quelqu'un avait choisi ce cimetière, ce coin, ce lieu de repos paisible. Est-elle revenue ici? Demanda doucement Miss Marple. Pettifort haussa les épaules. Je n'en ai jamais vu.
Mais la tombe a été entretenue au fil des ans, toujours impeccable. De petits bouquets de violettes y sont déposés chaque printemps. Personne ne voit qui s'en occupe. Elle apparaît, tout simplement. Miss Marple ne répondit pas immédiatement, mais elle ressentait le poids de ce silence plus que Pettiford ne le pourrait jamais. Horace Walsh, ou CHW, comme il l'avait longtemps préféré, n'était pas revenu à St. Mildred uniquement pour se venger. Il y retournait, peut-être, depuis des années, de la seule manière qu'il connaissait, dans l'obscurité avec des fleurs et un chagrin trop rongé par la culpabilité pour être nommé. Elle remercia Pettiford et reprit sa marche. Ses pensées non pas sur la mort mais sur la continuité, l'insistance silencieuse du passé à se souvenir. Cet après-midi-là, l'inspecteur Crail arriva à son chalet avec un dossier en cuir usé et une expression de satisfaction modérée. « Tout est désormais officiel, dit-il. L'affaire est close. Le ministère de l'Intérieur a reconnu la cause et les circonstances du décès. Aucune poursuite, bien sûr. Walsh est mort en détention hier, d'une insuffisance cardiaque, probablement due à l'âge et au stress. Il refusait de manger. Il refusait toute conversation. Mais il a laissé d'autres mots. Elle accepta le dossier et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de pages manuscrites, décousues et parfois incohérentes, mais d'une clarté saisissante. « Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour exiger le souvenir. L'Église a brûlé la vérité. Je l'ai préservée. Le pardon est un langage que je n'ai jamais appris. Treves le parlait couramment. Il a essayé. Je l'ai puni pour cela. Le garçon est parti. La femme est poussière. Et maintenant, je pars aussi. Il n'y a plus rien pour me réchauffer. » La main de Miss Marple s'arrêta là. La dureté de cette dernière phrase la frappa d'une tristesse inattendue. La vengeance, malgré tout son bruit, ne l'avait jamais vraiment réconfortée. Elle l'avait simplement empêchée de geler. Crail la regarda. « Tu penses toujours qu'il est revenu pour plus que la justice. » Elle hocha la tête. La justice n'a jamais été son objectif. C'était la mémoire, la reconnaissance. Un besoin de faire reconnaître au monde ce qu'il avait laissé effacer. Il a tout perdu, et personne n'en a plus jamais parlé, jusqu'à... Maintenant, il s'en est assuré, marmonna Crail. « Oui, dit-elle doucement, mais le silence des autres aussi. » Crail expira, s'appuyant contre la cheminée. « Il y a autre chose, un testament en quelque sorte, non officiel, mais suffisamment contraignant. Il a légué le domaine d'Ashbrook à l'Église. » Miss Marple leva les yeux. « À l'Église ? À une condition qu'il ne soit pas vendu mais utilisé. Plus précisément comme maison de retraite pour les veuves de guerre et leurs enfants. » Elle cligna des yeux. C'était plus que tout inattendu. « Ironique, » dit Crail, compte tenu de tout. « Non, » dit-elle lentement, ce n'est pas ironique. Une expiation peut-être, de la seule façon qu'il connaissait. Il la laissa là avec le dossier et ses pensées et le crépuscule projetant de longues ombres sur le sol de son salon. Elle resta assise un instant, immobile, à regarder la lumière s'éteindre. Puis, tandis que le feu sifflait doucement, elle se leva et reprit son tricot. Le bonnet jaune, à moitié terminé depuis des semaines, semblait maintenant prêt à être terminé. La vie continuerait à St. Mildred comme toujours. Des bébés naîtraient, des disputes éclateraient autour de tasses de thé et d'expositions florales, et le passé, maintenant qu'il avait enfin parlé, pourrait enfin reposer en paix. Mais Miss Marple, qui avait vu le cœur humain dans toute sa cruauté silencieuse et sa grâce lasse, savait que la paix n'était jamais vraiment passive. Il fallait la gagner, la restaurer ou à défaut la reconnaître. Et tandis qu'elle jetait la dernière rangée et pliait soigneusement le chapeau dans son panier, elle ne pensait ni au meurtre ni au mystère, mais à une pierre tombale cachée derrière le lierre et à la promesse silencieuse de Violette attendant le printemps. 3 jours passèrent. Les premiers crocus fleurirent le long du mur du cimetière, lavande pâle et or beurre,
et l'ambiance à Sainte Mildred commença à s'apaiser. La mort du révérend Treves, bien qu'évoquée encore à voix basse, était désormais teintée de cette douceur particulière qui s'accroche souvent aux souvenirs de ceux qui ont vécu une vie heureuse et connu une fin cruelle. Personne ne mentionna M. Walsh, du moins pas son nom. On ne l'évoqua que de manière indirecte. L'homme venu d'ailleurs, celui qui allait et venait, l'étranger qui avait causé tous ces problèmes, et d'une certaine manière s'était approprié. Car si sa présence avait remodelé le village, il n'en avait jamais vraiment fait partie. Miss Marple, cependant, n'avait pas encore trouvé la paix. L'affaire était certes close, mais pas complètement, pensait-elle. Les détails non résolus n'annonçaient pas toujours un nouveau danger. Parfois, il chuchotait simplement que la vérité n'avait pas été pleinement comprise. En apparence, tout était clair. Un homme était revenu d'exil pour réparer un tort, avait empoisonné un vicaire qui n'avait exprimé que des regrets et était mort après être parvenu à ce qu'il croyait être sa sombre conclusion. Pourtant, Miss Marple ne parvenait pas à oublier une seule question qui s'était logée dans son esprit, telle une graine refusant d'être délogée. Pourquoi alors? Pourquoi Horace Walsh avait-il attendu jusqu'à présent? Le chanoine Lorimer était mort depuis des années. Evelyn Grange plus longtemps encore. L'occasion s'était sans doute présentée bien avant les événements des dernières semaines, et la découverte du passé par le vicaire, par lettre, par souvenir, était récente. Mais quelque chose d'autre avait poussé Walsh à agir. Un événement ou un contact avait dû raviver l'histoire. La réponse est arrivée de manière inattendue. Miss Marple s'occupait de ses semis de printemps lorsque Dora Ruggles se précipita sur le chemin, essoufflée et désolée, serrant une lettre pliée et une paire de gants qu'elle avait clairement oublié qu'elle portait. « Jane », murmura-t-elle, comme si les choux pouvaient l'entendre. « Je me suis souvenu de quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt. Je n'ai pas pensé que cela avait d'importance sur le moment. » Miss Marple posa sa truelle. « Vas-y, ma chère. Le mois dernier, peu avant l'arrivée de l'étranger, j'ai reçu un visiteur à la bibliothèque. Un jeune homme plutôt citadin, assez sympathique, quoique visiblement déplacé. Il s'est enquis des effets personnels du chanoine Lorimer. Il a dit qu'il faisait des recherches sur d'obscurs personnages ecclésiastiques pour un documentaire. Mais j'ai été frappé par le fait qu'il n'avait jamais demandé de livre. Il voulait seulement des papiers, des manuscrits. Je lui ai dit que les archives paroissiales étaient conservées au presbytère, et il m'a dit avoir déjà parlé au révérend Treves. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. « Avez-vous entendu son nom ?» Dora se mordit la lèvre. C'était Walsh. Pas Horace, cependant. Autre chose, Charles, je crois. Et voilà la graine. Un deuxième Walsh, un plus jeune. Miss Marple adressa un sourire apaisant à Dora et la raccompagna doucement jusqu'à la porte, la rassurant sur le fait qu'elle avait bien fait. Dès qu'elle fut seule, elle prit son châle et se dirigea vers la gare. L'inspecteur Crail reçut l'information sans surprise. Il semblait avoir eu une idée similaire. « Nous avons trouvé un reçu », dit-il en sortant un papier du tiroir de son bureau. « Un billet de train pour Paddington. Acheté il y a 6 semaines au nom de Charles Horace Walsh. Nous l'avons retrouvé, un jeune homme d'une trentaine d'années, travaillant à Londres. Il travaillait dans l'édition juridique, mais était auparavant associé dans une petite maison d'édition documentaire. Ce n'était donc pas Horace Walsh seul, dit Miss Marple d'une voix douce. C'était son fils. » Crail hocha la tête. « Nous pensons qu'il a trouvé les registres du presbytère dans les archives publiques, peut-être grâce à des recherches successorales menées après le décès de Lorimer. Il a ensuite contacté son père. » Miss Marple se rassit, le cœur lourd. Le fils a rouvert la blessure, non pas par chagrin mais par curiosité, peut-être plus que cela. Nous pensons qu'il a encouragé Horace à revenir, peut-être même organisé la logistique, documents, hébergement, voyage. On ignore s'il comprenait pleinement les intentions de son père. Mais il en savait assez pour disparaître une fois le vicaire mort. « Nous avons pris contact », a déclaré Crail.
Il a accepté de venir de son plein gré. Mais il est peu probable qu'il soit inculpé, à moins qu'il n'y ait la preuve qu'il a activement conspiré. Pourtant, je pense qu'il savait. Et je pense qu'il s'en fichait. Miss Marple resta silencieuse un long moment. Puis elle dit à voix basse, « Il y a quelque chose de bien plus effrayant dans l'indifférence que dans la colère. » Elle quitta la gare, une étrange lourdeur, lui serrant les côtes. L'histoire avait commencé dans la tristesse et s'était terminée dans le silence. Mais ce silence n'était pas paisible. Il était mesuré, calculé. Elle imagina un fils fouillant dans le passé de son père, non pas pour le guérir, mais pour l'exploiter, pour le façonner, pour en faire quelque chose, peut-être pour l'art, peut-être par ambition. Et ce faisant, il avait libéré quelque chose de trop ancien et de trop amer pour être contenu. Elle rentra chez elle à la tombée de la nuit et alluma les lampes. Son petit cottage était chaleureux, légèrement parfumé à la cire de lavande et à la fumée de bois. Elle se servit une tasse de thé et s'assit dans son fauteuil préféré, laissant le silence s'installer. Le fils était resté insensible à la tragédie. Le père s'était consumé, et au milieu de tout cela se trouvait le révérend Trévès, un homme qui avait hérité d'une douleur qu'il n'avait pas causée et qui y avait répondu avec grâce. Il n'était pas étonnant, pensa-t-elle, qu'une telle grâce ait déstabilisé Horace plus que n'importe quelle réprimande. Plus tard dans la soirée, une lettre arriva, une simple enveloppe sans adresse de retour, glissée sous sa porte. À l'intérieur, une simple feuille de papier. Je n'ai jamais souhaité sa mort. Je voulais juste comprendre pourquoi personne ne m'avait dit la vérité. Mon père m'a laissée silencieuse, sans réponse. Je pensais que le vicaire pourrait peut-être me donner le reste. Il n'a pas voulu. Alors je suis parti. Il n'y avait ni nom ni signature. Miss Marple plia la lettre et la posa délicatement sur la table. Elle n'eut pas besoin de répondre. Lacan. Lendemain matin, elle se rendit au cimetière et déposa un brin de violette fraîche sur la tombe d'Evelyn Grange. À quelques pas de là, elle s'arrêta devant la simple pierre commémorative du révérend Julian Trévès, fraîchement gravée et soigneusement placée. Il a pris soin des blessés avec miséricorde et a transmis la vérité sans crainte. Elle resta debout un long moment, la douce brise tirant doucement sur ses manches, puis, tandis que la cloche de l'église sonnait l'heure, elle retourna au village et à sa vie tranquille et durable. D'autres mystères, d'autres secrets l'attendaient, tranquillement sous les haies et les bavardages. Mais pour l'instant, le passé avait dit son dernier mot, et Miss Marple, après avoir écouté, laissa tomber. Les jours passaient au rythme léger du printemps qui épaississait les haies, et tandis que le village de St. Mildred's respirait un peu mieux, Miss Marple demeurait silencieusement attentive. Ce n'était ni l'anxiété ni la peur qui la tenaient éveillée, mais quelque chose de plus subtil. Le sentiment que l'histoire avait changé de forme plutôt que de se terminer. Telle une bouilloire retirée du feu mais non vidée, la vapeur montait encore quelque part sous la surface. La lettre anonyme de Charles Walsh n'avait pas été mentionnée publiquement. L'inspecteur Crail, après l'avoir lue, avait simplement déclaré « C'est suffisant pour clore l'affaire », mais pas assez pour rassurer les gens. Miss Marple avait acquiescé, et pourtant, à mesure que la semaine avançait, quelque chose d'étrange commença à se dessiner. De petits événements, presque imperceptibles, passèrent inaperçus à ceux qui préféraient des conclusions claires. Le premier fut la visite du colonel Fanshawe, qui surprit Miss Marple près du marchand de légumes, un léger froncement de sourcils sillonnant son front déjà buriné. « Dites-moi, Miss Marple, » dit-il d'une voix hésitante et rauque, « connaissez-vous un jeune homme avec un appareil photo qui traînait dans le cimetière la nuit dernière ?» Elle pencha la tête. « Un appareil photo ? Un trépied aussi. Il l'installe près de la pierre de Lorimer. Je pensais qu'il travaillait peut-être à la Gazette, mais il a dit être pigiste. Il n'a pas donné de nom. Juste qu'il documentait des faits historiques non résolus. » Fanshawe renifla. « Une affaire bien vague, à mon avis.
Miss Marple ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose de calme et de froid commença à traverser ses pensées. Le soir même, Dora Ruggles mentionna, avec désinvolture et sans en connaître la pertinence, que quelqu'un avait appelé la bibliothèque pour demander si des documents avaient été prêtés concernant l'incendie du presbytère, le chanoine Lorimer, ou d'importantes affaires non résolues dans la région. L'appel venait de Londres, et la voix était jeune, polie et insistante. Il n'a pas fallu longtemps à Miss Marple pour retrouver Charles Walsh. Elle avait espéré que sa retraite marquait la fin de son histoire. Mais maintenant, il semblait qu'il n'en avait pas fini, ni avec l'histoire, ni peut-être avec le village. 2 matins plus tard, un colis arriva chez elle, sans nom d'expéditeur, mais portant l'écriture soignée qu'elle reconnut immédiatement de la lettre précédente. À l'intérieur, glissé dans une liasse de mouchoirs, se trouvait un manuscrit relié. La page de titre disait « L'étranger qui ne buvait pas de thé, une étude sur la mémoire, la foi et le silence dans un village qui a oublié » par Charles H. Walsh. Elle tournait chaque page lentement. Le ton était clinique, distant, plus essai que mémoire, plus théorie que vérité. Pourtant ce sont les détails qui la glaçaient, les noms à peine voilés, la chronologie intacte, les insinuations raffinées pour l'effet narratif. L'empoisonnement n'était pas mentionné, aucun aveu du crime n'était admis, mais Trèves s'était présenté sous le jour tragique d'un homme dont la passivité préservait la complicité, tandis que le chanoine Lorimer était dépeint comme un emblème de la répression institutionnelle. Il n'y avait pas de méchant dans ces pages, seulement des abstractions. Et c'est là, pensait Miss Marple, que résidait le danger. Elle écrivit une brève note et la porta elle-même à l'inspecteur Crail, qui lut le manuscrit en silence, la mâchoire serrée à chaque page. Il essaie de se l'approprier, dit finalement Crail, d'en faire une parabole bien ficelée sur les péchés de l'Église et les défaillances de la mémoire. Comme par hasard sans confession, Miss Marple hocha la tête, et habillée avec juste ce qu'il fallait de retenue pour éviter les conséquences. « Tu veux que j'arrête ? Je pourrais faire pression sur son éditeur. »« Non, dit-elle, doucement. Laisse-le parler, mais je pense qu'on peut lui répondre de la même manière. » Ce qui suivit fut une chose que Miss Marple faisait rarement. Elle écrivit. Pas de fiction, pas de fantaisie, mais un récit simple et sans phare de ce qui s'était réellement passé. Le fardeau silencieux du révérend Trèves, la douleur d'Evelyn Grange, l'incendie qui détruisit plus qu'une maison, et le retour final d'un homme consumé non par la justice, mais par un chagrin insatiable. Elle a écrit sur le silence, mais pas sur le silence romantique. Ce silence destructeur et effrayant qui laisse la douleur se développer comme du lichen dans les recoins sombres. Et elle a terminé son histoire par une seule et simple phrase. Il ne buvait pas de thé, car il n'était pas venu pour participer, mais pour juger. Ce faisant, il devint ce qu'il méprisait. Un homme qui voyait les autres non pas comme des personnes, mais comme des rôles dans une histoire qu'il pouvait enfin contrôler. L'inspectrice Crail veilla à ce que son histoire soit publiée, non pas dans un journal, mais dans le bulletin paroissial, modeste, brève, mais percutante. Les membres de Sainte Mildred la lurent lentement, certains en dégustant leur toast, d'autres à voix haute pendant le dîner. Et bien que Charles Walsh ne fût jamais nommé, ceux qui avaient suivi les rumeurs comprirent. Plus important encore, ils s'en souvenaient. Dans les jours qui suivirent, l'homme à l'appareil photo ne revint pas. La bibliothèque ne reçut plus aucun appel. Et le manuscrit, s'il parvint à toucher un public plus large, disparut dans le brouhaha de l'édition spécialisée. Le printemps arriva. Les cloches de l'église sonnèrent plus fort, et le jardin du presbytère se remplit de fleurs. Miss Marple reprit son tricot, ses promenades et ses thés. Mais de temps à autre, elle s'arrêtait sur la tombe d'Evelyn Grange pour y déposer une fleur. Non pas des violettes, elles avaient en fait partie d'un autre rituel, mais un narcisse blanc, délicat et pur. Un après-midi, alors qu'elle passait devant le presbytère, elle trouva Edith en train de balayer les marches et de fredonner un
Kim n'a moitié oublié. Tu as entendu? Demanda Edith. Ils ont nommé un nouveau vicaire. Miss Marple sourit. Déjà? C'était rapide. Il est jeune, dit Edith. Et gentil, je trouve. Il veut rouvrir les anciens jardins, du presbytère aux enfants. Il dit que l'espace devrait être utilisé. Le révérend Trèves l'aurait apprécié. Les yeux de Miss Marple s'embuèrent légèrement. Oui, dit-elle doucement, il l'aurait fait. Et ainsi, au fil du temps, le passé n'a pas été enterré, mais planté, transformé en quelque chose qui pouvait repousser, non pas dans l'ignorance, mais dans la compréhension. Miss Marple ne mentionna plus jamais Charles Walsh, mais elle ne l'oublia jamais non plus, ni son père, ni la façon dont la douleur, laissée sans surveillance, s'épanouissait en secret. L'étranger était arrivé à Sainte Mildred, le silence en poche et le chagrin dans les os. Il avait laissé derrière lui une mort, certes, mais aussi un jugement. Et à cause de cela, le village ne dormirait plus jamais comme avant. Mais il dormirait. Et pour Miss Marple, c'était suffisant. La douce lumière dorée d'un après-midi de fin avril baignait Sainte Mildred comme un doux murmure de bénédiction. Les abeilles bourdonnaient parmi les pommiers en fleurs, les rires des enfants résonnaient faiblement dans la verdure, et dans le salon de son joli petit cottage, Miss Marple enfilait les derniers points d'un châle fraîchement terminé, en douce laine crème à bord festonné, cadeau de baptême pour le petit Davis attendu en juin. Mais ses mains s'immobilisèrent lorsqu'un coup familier retentit à la porte. Elle se leva et ouvrit pour trouver l'inspecteur Crail debout dans l'embrasure, le visage inhabituellement pensif sous le bord de son chapeau. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-il en entrant, tandis qu'elle lui faisait signe d'aller. « Dans le salon. Pas du tout. On dirait que quelque chose a été décidé. » Il s'assit, pas lourdement, comme il le faisait souvent, mais prudemment. « Je reviens de Londres. J'ai interviewé Charles Walsh à nouveau. Il est insaisissable, cultivé, posé, toujours en avance. Mais quelque chose qu'il a dit m'a frappé. Miss Marple attendait, aussi silencieuse qu'un chat devant un moineau. Il a dit, a poursuivi Crail, que son père n'avait jamais pardonné au village, ni pour l'incendie, ni pour le silence, mais surtout pas pour le fait que personne n'ait été puni. Et il a ajouté, la justice devait bien venir de quelque part. Mon père lui a donné forme, je lui ai donné une voix. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais ses yeux devinrent plus perçants. Alors il savait même pas seulement l'histoire, pas seulement la forme de la plainte. Il savait exactement ce que son père manigançait. Oui, et il a laissé faire. Il a même guidé les événements. Il a laissé le vieil homme revenir et devenir le fantôme redouté. Mais Miss Marple, Crail hésita puis fouilla dans la poche de son manteau. Il y a encore une chose. Il lui tendit un journal fin, relié en cuir, assez petit pour tenir dans la poche d'un manteau. Les pages étaient jaunies, mais l'encre était fraîche. Mon père hésite. Moi non. Il a demandé l'absolution au vicaire. Le vicaire la lui a offerte, et je n'ai pas pu le supporter. Il était sur le point de partir, sa culpabilité impunie. Alors je suis resté derrière. Miss Marple tourna lentement la page. C'était mon idée. Je l'avais préparée avant l'arrivée de mon père. Je savais qu'il ne la boirait pas. Il ne faisait jamais confiance aux coupes du village. Mais je savais que le curé, lui, le boirait. Et il l'a fait. Crail ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre eux confirmait le reste. Charles Walsh n'avait pas seulement attisé les flammes, il avait ravivé le feu. « Vos agents ont fouillé Ashbrook Cottage, » dit-elle doucement. « Nous l'avons fait, et nous avons trouvé 2 paires de bottes. L'une est plus récente, les semelles sont propres, fabriquées à Londres. Tu aurais la 2e tasse de thé sur le plateau avec celle du vicaire, » ajouta-t-elle. « L'une intacte, certes, mais l'autre, il l'a servie lui-même. Personne n'a posé de questions. Après tout, quel mal y aurait-il à ce qu'un jeune homme pose poliment des questions sur les registres paroissiaux? » Elle referma doucement le journal. Horace Walsh a dû affronter le passé. Mais c'est son fils qui a tout mis fin tragiquement. « Et maintenant, il est libre, » murmura Crail.
On ne peut pas directement établir un lien entre le poison et lui. Seulement des déductions, pas de témoins, pas de preuves. Mais toi à voir, dit-elle. Je sais, et je continuerai à le surveiller. Même les ombres finissent par jeter leur ombre. Miss Marple regarda le feu dont les flammes dansaient doucement et régulièrement. Il croyait que le monde avait oublié la douleur de son père, et c'était peut-être le cas. Mais ce qu'il fit n'était pas justice, c'était un calcul. Trévès lui offrit sa gentillesse, et pour cela, il fut réduit au silence. Crail se leva. « Regrettes-tu d'avoir écrit ton histoire ?» Elle secoua la tête. « Non, il fallait que les gens comprennent ce que cache le silence. Il fallait qu'ils comprennent que le silence n'est pas toujours synonyme de paix. » Il s'arrêta à la porte et leva son chapeau. « Et vous, Miss Marple, que va-t-il se passer ?»« Toi, que faire maintenant ?» Elle sourit, douce et confiante. Tricoter, observer et attendre. Crail rit doucement et disparut. Miss Marple resta assise un long moment, le soleil couchant glissant sur la pièce, les ombres s'allongeant comme des vérités émergeant lentement d'années de silence. Finalement, la justice était arrivée, non pas sous la forme de menottes ou de gros titres, mais sous la forme de connaissances, de souvenirs et de témoignages qui perdureraient longtemps après l'oubli de l'étranger qui ne buvait pas de thé. Pour l'instant, le village respirait à nouveau. Mais Miss Marple, qui savait mieux que quiconque comment le passé résonnait dans le présent, continuait à travailler avec ses aiguilles, à écouter et à réfléchir tranquillement, parce que les histoires ne finissent jamais. Pas vraiment, ils se sont simplement retirés dans la mémoire, là où des gens comme elle seraient prêts lorsque le silence recommencerait à parler.